Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à la nouvelle technologie, nous serons en contact avec Madame Iman Makram. Ensemble, nous allons découvrir les souvenirs de l'enfance, les points marquants de sa carrière, ses aspirations pour l'avenir et également son opinion de la femme égyptienne. Madame Iman Makram, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Mona, enchantée et merci de m'avoir donné cette chance d'être avec toi. Et on commence toujours notre rencontre avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain est une période très importante qui marque la vie pour toujours et qui a des conséquences sur toute la vie. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Bon, pour mon enfance, je crois que j'ai eu une bonne enfance, presque heureuse, parce que on était bien élevés. J'avais beaucoup de privilèges, ma soeur et moi. Mais à l'époque, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'instructions à suivre. Une vie pleine d'instructions, un catalogue d'instructions qu'il fallait très bien respecter, soit à l'école ou soit à la maison. Mais ce n'est que plus tard que j'ai su que tout ça, c'était des privilèges et des avantages qui m'ont aidé dans ma vie en totalité. Et de ce que vous dites, moi je peux dire que au cours de votre enfance, vous aviez une vie tout à fait ponctuelle, cadrée, avec également, je crois, plein d'activités et d'attentes. Activité mentale. Et ma mère me l'avait dit plus tard que j'étais une fille un peu différente. Je n'étais pas ce type de fille qui aime jouer avec les poupées. Non, plutôt tout ce qui était technique. Plutôt, j'aimais beaucoup lire. J'avouerais les livres que je pouvais retarder parfois mes devoirs pour terminer un bouquin qui m'a plu. Et c'était leur surprise et un professeur de famille qui a attiré leur attention qu'à l'âge de 12 ans, j'ai admiré le livre La recherche du soi. C'était la biographie du président Sadat. Et là, il a dit, faites attention à elle. Et ma mère ne m'a jamais empêché d'avoir n'importe quel bouquin, roman, si elle trouvait que ça me plaît. Elle me dit, essaye, lis-le, va-t'en. Et c'est pour cette raison que je crois que toujours dans les sujets, je savais comment exprimer. Comment exprimer mes sentiments, comment exprimer mes idées, comment faire passer ce que j'ai dans ma tête. Ça, c'est très important d'avoir ce talent de bien s'exprimer et j'aimerais bien savoir comment ça vous a aidé dans votre vie. Que toujours je me plaignais, pourquoi dois-je suivre toutes ces instructions et je passais mes idées surtout pour mon père. Bien que mon père était un militaire, mais il avait un caractère très ouvert. C'était lui-même qui a choisi qu'on apprend la langue française. Ça lui a plu que ses filles apprennent non pas seulement la langue anglaise comme c'était la majorité et l'habitude en famille à cette époque, mais non, il a voulu du français parce qu'il voulait des mentalités plus ouvertes. Et il me donnait toujours la chance d'exprimer que ça, j'aime pas, ça, je ne veux pas. Et il avait sa façon de me convaincre. Et il m'a promis quelque chose. Ça y est, on doit respecter tout ce catalogue de disciplines, soit à l'école, soit à la maison, parce qu'il était toujours en voyage. Mais il m'a promis que j'aurai deux choix dans ma vie qui seront mon choix totalement libre. C'était mes études universitaires et mon mariage. Très bien. Pour l'université, alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème d'études? À la maison, parce qu'il était assez bon l'histoire de ma vie. Mais
l'histoire dans mon histoire, parce que je me rappelle très bien que quand mon père a quitté l'armée, il a travaillé à Hurghada, il était un directeur de sécurité. Et à cette époque, il n'y avait qu'un village touristique là-bas et un hôtel. Et il était le directeur de cet endroit. Et ce village était géré par une agence française, Club Med. Alors, tu peux imaginer que j'ai passé les 2 mois d'été, les 2 mois de vacances avec l'équipe du Club Med. Toujours en contact avec les Français, toujours en contact avec les touristes. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et peut-être aussi de cet âge que c'était décidé de travailler avec les étrangers. J'aimerais bien parler de l'Égypte parce que ça m'a plu la façon dont il entendait n'importe quelle petite information que je connaissais à l'époque quand je parlais de l'Égypte. Alors, vous avez étudié dans quel domaine? C'était mon choix alors d'être aux facultés de tourisme et hôtellerie. C'est la section qui me permet d'être guide touristique. Ok. Et je me rappelle très bien comment c'est quelque chose qui a une décision de valeur et très importante dans ma vie, même par rapport à ma relation avec mon père. Parce qu'à l'époque, quand j'ai eu les résultats finaux des études secondaires, mon père n'était pas en Égypte. Il travaillait dans un pays de Golfe. Alors, l'habitude à cette époque, quand le père n'est pas là, il y a les oncles qui s'occupent des filles, leur demandent et ainsi de suite. Et c'était les oncles de la part de ma mère. Un peu la famille très traditionnelle, très disciplinée, beaucoup de coutumes à respecter. Alors là, quand ils ont su mon choix, bien que j'avais un bon pourcentage, c'était totalement refusé. C'est impossible qu'une fille de la famille s'admette dans cette faculté. Comment tu oses penser qu'un jour tu vas voyager seule et tu vas passer les nuits hors de la maison? C'est totalement refusé. Pour moi, c'est un choix. Surtout une fille qui n'avait pas elle avait l'habitude de suivre les ordres, mais de la convaincre. Et ça, c'était mon choix libre que mon père a promis. Immédiatement, avec mon argent de poche, je suis allée vers un bureau de poste pour faire une communication internationale pour mon père. C'était pas ça ce que tu m'as promis, papa. Voilà mon choix libre, c'est d'être dans cette faculté. Et là, il m'empêche d'avoir les papiers pour m'admettre dans cette faculté. Je me rappelle très bien de cette phrase qu'il m'a répondu avec tout le respect pour tes oncles, mais tu leur transmets mon message. Moi, je soutiens financièrement toutes les décisions libres de ma fille. Tu choisis ce que tu veux. Au revoir. Il a vraiment tenu sa promesse. Et c'est peut-être cette situation, c'était la meilleure et je peux dire, elle a couronné la relation entre mon père et moi. C'est un homme militaire qui n'était pas souvent disponible, toujours dans l'armée, pendant les guerres et tout cela. Mais là, j'ai trouvé, mon papa me soutient beaucoup, me soutient fort. Alors, j'ai devenu une fille de caractère capable de dire, ok, je suis soutenue par mon papa pour une longue période. J'ai vécu avec mon militaire. Oui. Alors, vous avez bon choix cette faculté du tourisme. Vous avez étudié pour être guide. Dès que vous avez terminé les études, les premiers pas, quand même, je crois que c'était un monde masculin, si vous voulez, ce monde d'être guide, de travailler dans le tourisme. Et quand vous l'avez mentionné, les familles égyptiennes peut-être n'étaient pas tout à fait prêtes afin d'accueillir ce choix d'une jeune fille d'entamer une carrière dans ce domaine. Parlez-moi de vos premiers pas
dans le domaine d'être guide et de travailler dans cette carrière que vous aimez? Mais je veux te dire quelque chose, à corriger une toute petite information. Ce domaine, moi, je le trouvais toujours comme domaine pour femmes. Mhm. La majorité des icônes de cette période, quand j'ai commencé, moi, c'était des femmes. Ok. Alors, j'avais pris des exemples et j'ai appris des exemples incroyables et des femmes de fort caractère, toutes. Et je me demandais est-ce qu'un jour je pourrais être comme elles pour tous ces exemples. Mais au début de ma vie et de ma carrière, je ne peux pas négliger que j'étais chauffeur parce que j'ai eu mon stage avec un guide très professionnel, très capable, que jusqu'à maintenant, je peux te dire, c'est le grand frère que j'ai rêvé toujours d'avoir dans ma vie et je l'ai eu. Il m'a soutenu, il m'a très bien appris, non pas seulement l'information historique, mais comment dire quoi, comment répondre comment. Surtout que j'ai commencé avec une agence qui était culturelle, dont tous les clients s'étaient connus toujours étant des anciens professeurs d'histoire géo. Alors là, ce que tu dois dire, ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça doit avoir une certaine valeur et très important que l'information soit correcte. À une époque où il n'y avait pas le Google pour chercher l'information, alors Oui. je n'avais qu'à dire non, je ne sais pas, je me renseigne et puis je retourne avec la réponse. J'ai eu ce bagage culturel avec moi et ça m'a aidé beaucoup, plus un caractère qui ne pouvait pas être coincé en face du mot ça c'est un homme, toi tu étais une femme, là j'étais jeune, c'était ma carrière, je voulais un succès donc j'ai eu. Alors, quand j'ai commencé à mon époque, je le trouvais plus facile qu'actuellement. Actuellement, oui, il y a beaucoup plus des hommes dans ce métier, ce qui, je ne peux pas dire élimine, mais peut ralentir un peu les marches des nouvelles guides dans notre domaine. Et vous êtes guide depuis combien de temps? Trentaine d'années maintenant. Mhm. Trentaine d'années. Alors là, à travers toute cette carrière, je crois que vous avez vu pas mal de touristes qui venaient visiter l'Égypte et qui viennent toujours. L'égyptomanie est très connue en Europe, surtout en France. Je voudrais savoir, euh, il y a 30 ans, quand les touristes arrivaient en Égypte, qu'est-ce qu'ils aimaient voir? Et aujourd'hui, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils aimaient découvrir? Est-ce qu'il y a une différence entre leur découverte de l'Égypte, de leur goût pour l'Égypte il y a 30 ans et aujourd'hui, en Europe, surtout en France? Je voudrais savoir. Depuis une trentaine d'années, par exemple, c'était connu que le touriste qui venait en Égypte, il choisissait un voyage culturel. Oui. Alors là, son choix pouvait être pour une croisière qui dure 2 semaines. Il pouvait la faire du Caire jusqu'à Assouan. Actuellement, non. Tu as un cocktail ou un mélange de touristes. Il peut venir pour une semaine culturelle, mais quand même, il cherche un lieu balnéaire avec. Toujours à la une de ce que tous qui visitent l'Égypte veulent voir, c'est les pyramides. Mais actuellement, on a quelque chose aussi spécial, c'est le musée de civilisation. Et récemment, je viens de terminer un tour spécial pour, cette fois-ci, c'est un peu des Américains, parce que je suis anglophone aussi. Alors là, ils sont venus en Égypte parce qu'ils aiment faire beaucoup le jogging, de marcher beaucoup pour des grands trajets. Alors là, ils sont venus spécialement en Égypte pour marcher du temple de Karnak jusqu'au temple de Luxor. Une petite distance par rapport aux distances qu'ils parcourent chaque matin chez eux. Aux États-Unis, 6 km le matin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais chez nous, c'était 2,5 km. Alors là, et cela parce qu'ils ont suivi la nouvelle de l'ouverture de cette romose de Criosphinx entre les deux temples. Alors, ils voulaient participer à ça. Et à chaque fois,
qu'il y a quelque chose qui apparaisse de nouveau ou qu'on publie et qu'on parle de ça comme la parade des momies qui a donné toute cette réputation pour le musée de civilisation, actuellement, ça attire des touristes pour venir voir ça. Et également, des fois, les touristes, ils viennent avec des préjugés, avec des clichés sur l'Égypte, que l'Égypte, par exemple, on ne trouve que les pyramides et le désert, par exemple, que la plupart des femmes en Égypte gardent la maison, que la femme ne travaille pas, qu'il y a une différence entre les deux sexes en Égypte, des idées que en venant découvrant l'Égypte, ils peuvent également découvrir que c'était des idées pas tout à fait fondées et pas correctes. Est-ce que vous êtes passé par des situations pareilles et comment vous les avez gérées? Beaucoup. Tout d'abord, par rapport à la femme égyptienne, je crois que ça leur suffit parfois de voir leur guide en face d'eux et comment elle est. Et ne venez pas, oui, la femme, elle peut souffrir de certains états, mais à connaître que c'est une femme qui est soutenue par beaucoup de lois. Les problèmes seront toujours de la société, de certaines traditions, mais voilà, je suis un exemple, je pense de vous. Est-ce que je vous donne l'exemple d'une femme soumise ou quelque chose, peut-être leur contact avec une femme égyptienne, surtout quand elle est leur guide, ça change un petit peu l'idée. Et j'essaye toujours de montrer qu'il y a certaines traditions, c'est-à-dire, non pas parce que la femme, elle est vêtue de cette façon, elle est foularisée, parce que ça, c'est plutôt traditionnel, surtout au sud de l'Égypte, mais elle est en travail, elle produit et tout. Mais je veux te dire quelque chose, il y avait beaucoup de critiques qu'on entendait sur l'Égypte. Si tu m'avais parlé de ça il y a 10 ou 15 ans, peut-être j'allais être un peu coincée dans la réponse parce que tout autour de ce qu'ils voyaient, on entendait beaucoup de critiques. Les quartiers, les ordures, le trafic. Et parfois, j'avais honte de traverser dans certains parler et j'essayais au maximum, et j'utilise ce terme, je te le dis, de maquiller l'Égypte. Parce que je n'avais pas de réponse. Pourquoi les quartiers sont comme ça? Pourquoi la route est comme ça? Maintenant, c'est totalement différent. Même s'il y a quelques défauts, quelques points de faiblesse, mais au moins tu es fier de dire oui, mais on essaye. Oui, mais on a changé ça. Oui, mais on fait ça. Alors, actuellement, ma bataille pour défendre n'importe quelle critique ou des clichés qui viennent avec, non. Je suis beaucoup plus fière, capable de défendre mieux mon pays qu'autrefois. Parfait. Et à travers votre carrière, quels sont les points marquants de cette carrière, les personnages que vous avez rencontrés et que vous ne pouvez pas oublier, les visites que vous adorez le plus? La couronne de ma vie professionnelle a eu lieu à la fin de 2019, début de 2020. Quels sont les points marquants? J'ai été la guide qui a accompagné une famille une famille juive d'origine égyptienne. Cette famille, la mère ou la grand-mère même, a pris la décision de réunir ses enfants et ses petits-enfants des États-Unis et de la France ici en Égypte. C'est la famille Chicorel. Et ils sont connus en Égypte. Ils avaient les grands magasins Chicorel en Égypte où c'était connu que la mode apparaissait dans leurs magasins avant même que ça apparaisse à Paris. Ils avaient beaucoup de biens. C'est une histoire complète de cette famille ici dans le pays. Alors, ça, c'est
parmi les moments les plus marquants dans ma vie professionnelle. Surtout quand tu aides une famille à trouver et à découvrir leur origine. Elle ne voulait, la grand-mère, elle ne voulait que présenter l'origine pour ses petits-enfants, d'aller visiter la cimetière, d'aller voir là ses beaux-parents, là, alors, en Alexandrie, et en même temps, elle voulait qu'ils connaissent que voilà, ça c'est l'histoire d'un pays qui s'appelle l'Égypte. Alors quand ils ont visité Luxor, la vallée des rois, la vallée des reines, ça c'est vraiment, c'était des moments un moment bien touchant dans toute ma vie professionnelle. Mhm. Et également, Madame Iman Makram, je voudrais savoir euh, comment, selon vous, ou basé sur votre expérience personnelle, une femme égyptienne moderne qui travaille, active, peut-elle faire l'équilibre entre ses responsabilités professionnelles et également sa vie familiale? Selon vous, comment vous avez bien résolu ou résoudre cette équation? À l'époque, j'étais soutenue. J'avais ma mère dans ma vie, que je ne peux jamais négliger. L'effort qu'elle a fait, cette femme, soit pour m'instruire ou même pour m'aider de continuer dans ma vie professionnelle. J'ai jamais laissé, j'ai 2 filles, et j'ai jamais laissé mes filles seules. Je savais que toujours ma mère, elle était là. J'avais ma mère. Et deuxièmement, c'est mon mari, jamais. Et tu n'as pas un homme qui respecte ton carrière et ton désir de réussir dans ce carrière-là, tu ne peux jamais faire quelque chose. Mais mon mari m'a beaucoup soutenu à ma carrière. Et il savait la valeur que j'ai envie de réussir toujours. Alors, je crois que grâce à ma mère et mon mari, j'ai pu accomplir un tout petit point de ce que j'ai voulu faire dans ce domaine. Également, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Évidemment, ma mère, Mhm. une femme de fort caractère, elle était de fort caractère. Euh, et dans tout ce qui concerne ses droits, et c'est ce qu'elle m'a appris, je crois que l'échec et la peur n'ont jamais su leur direction pour elle. Je me rappelle très bien quand j'étais un peu jeune que ça m'a été raconté que ma mère était presque la seule femme dans la famille qui s'est mise dans ses biens en pleine terre, sa terre. Il y avait des armes en face d'elle, mais elle savait que ça c'était son droit. Et elle a dit, bon, tu es loin, mais je ne quitte pas mes biens. Jusqu'à qu'avec l'autorité, elle a pu avoir ces droits-là. Et c'était marqué dans la famille et dans le village. Se trouvait, c'était bien que c'est la femme qui a pu avoir ces droits. Alors, quand tu as une maman qui t'instruit de ce caractère, certainement, elle t'inspire toute ta vie. Alors, ma mère, de ce point de vue, est ma tante. J'avais une tante aussi. Dans les années 50, elle a pris la décision et elle voulait être une hôtesse d'air. Et ça aussi, c'était pas, Oui, oui, à l'époque, c'était parmi les une décision premières. très courageuse. Et c'est une décision qui lui a coûté la dernière année ou l'année finale de ses études universitaires. Mais elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué et elle ne l'a jamais regretté, selon ce qu'elle me racontait toujours, jusqu'à qu'elle est devenue une chef de file dans la compagnie IGPA. Alors ma mère et ma tante, c'était les premiers qui m'ont inspiré beaucoup dans ma vie professionnelle et même plus. Elle s'est pas arrêtée. Et le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Ma mère.
un, un dicton égyptien. Je vais essayer de le traduire un peu à la façon avec la langue française. Marche tout droit, ton ennemi ne te rattrapera pas. Oui. Et c'était toujours, oui, c'était ce qu'elle me disait toujours. Marche tout droit. Ce que tu trouves que tu vas le faire en cachette et des doutes que c'est pas correct. Marche tout droit, fais tout ce que tu peux avouer clair et net en face de tout le monde, ça veut dire que tu as raison et tu as droit à le faire. Madame Iman Makram, à la fin de notre rencontre, je vous remercie infiniment. C'était un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Mona. Merci, le plaisir c'est le mien. Et encore une fois, merci de m'avoir avoué clair et net. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via la nouvelle technologie avec Madame Iman Makram, qui est guide touristique. Ensemble, nous avons découvert une enfance d'une fille qui savait qu'est-ce qu'elle voulait faire dans sa vie, qui avait des décisions précises et des aspirations pour la vie avec beaucoup de volonté et également de principes. Je vous remercie et à la rencontre la prochaine fois. Une réussite au féminin.